Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, dans le kit de lavage de mains par l'amicale des Béninois de la SECNA du Sénégal au ministère de la Santé, un geste qui vient en soutien aux actions du gouvernement dans le cadre de la prévention du coronavirus. Nous avons été soumis à une éducation de bavardage. Elle n'est point de moi cette phrase, mais plutôt du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Une déclaration diversement appréciée par les Béninois. Vous suivrez l'avis du socio-anthropologue Claude Azalou à ce propos. Et puis, le nombre de décès du coronavirus en Allemagne a entraîné un reconfinement partiel avec des restrictions sanitaires renforcées. Merci pour l'attention. Au cours de sa précédente tournée nationale, le président de la République a affirmé que le système éducatif béninois forme au chômage. En ces thèmes, je cite, « Nous avons été soumis à une éducation de bavardage », une déclaration qui a suscité assez de polémiques pour le socio-anthropologue Claude Azalou qui partage bien évidemment son avis. Il faut désormais former à l'entrepreneuriat. En quoi faisant? On l'écoute pour plus de précision. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a une composante très importante et il faut réellement l'insérer dans notre système éducatif parce que l'État a de moins en moins de capacité de recruter tous les diplômés qui sortent de nos universités chaque année. Et donc, l'État a déjà commencé par jeter les bases de cette rénovation, de cette vraiment innovation. Et petit à petit, on va attendre et espérer que cela puisse se faire. On peut insérer les cours d'entrepreneuriat dans le système éducatif secondaire surtout, pour déjà à partir de la 6e apprendre aux élèves l'importance de l'entrepreneuriat, son importance sur le plan économique, parce que l'entrepreneuriat crée des richesses, crée des valeurs, crée assez d'organisations, crée assez d'opportunités. Et l'entrepreneuriat va permettre de réduire le taux de chômage dans notre pays, de réduire tout ce qui est oisiveté, délinquance juvénile, vol, braquage, détournement et autres, va permettre une société de plus en plus stable socialement. Et donc nous invitons le gouvernement à continuer sur cette lancée pour pouvoir concrétiser ce projet d'insertion d'entrepreneuriat dans notre système éducatif. Tous les types d'entrepreneuriat, par exemple de la 6e en 3e, on peut aller sur toutes les formes générales de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'importance de l'entrepreneuriat, son importance sociale, sociétale, économique, culturelle, éducative et autres. Et maintenant, à partir de la seconde, on peut créer assez d'options. C'est-à-dire celui qui veut aller en transformation agroalimentaire, il va en transformation agroalimentaire. Celui qui veut aller en stylisme, va là-bas. En production végétale, celui qui veut aller en production végétale, celui qui veut aller en artisanat, celui qui veut aller en pisciculture, etc. Celui qui veut aller en stylisme, en graphisme, designer, etc. Donc c'est à l'État de recenser toutes les startups et de voir un peu quelles sont les différentes catégories d'entreprises qui se font au Bénin pour maintenant orienter, pour pouvoir décider les filières qui seront choisies par les élèves dans leur second cycle, par exemple, à partir de la première et évoluer dedans jusqu'en terminale. Donc avec 2 heures de cours par semaine ou 4 heures au plus ou 3 heures, c'est un peu au gouvernement et aux autres acteurs du système éducatif de décider, parce qu'il faudra peut-être enlever 1 heure ou 30 minutes sur certains cours. Peut-être il y aura une réadaptation des emplois du temps qui va. L'amicale des Béninois de la SECNA au Sénégal a fait don hier de 5 kits de lavage de mains automatiques dotés d'une batterie et d'un régulateur de tension au ministère de la Santé. Un geste qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On écoute François Pelotossi. Il est le représentant de l'amicale et Eleonore Gandjetto, directrice adjointe de cabinet du ministère de la Santé. Madame la représentante du ministre de la Santé, les membres de l'amicale des Béninois de la SECNA au Sénégal suivent avec intérêt et satisfaction les premières innovations du Bénin à votre actif pour maîtriser la propagation de ce dangereux virus. Ces efforts des autorités béninoises, sous l'impulsion de son Excellence le Président Patrice Talon, méritent d'être soutenus et accompagnés.
C'est donc ce que nous faisons aujourd'hui par la remise de ces saints lave-mains automatiques dont l'utilisation judicieuse, comme vous savez d'ailleurs le faire, contribuera un tout petit peu à notre souhait commun, celui de finir sans plus tarder avec le virus et consacrer notre temps à accélérer la vitesse imprimée au développement de notre cher pays, le Bénin. Votre soutien vient à point nommé et contribuera à combler les gaps en matériel nécessaires pour le respect de l'un des gestes barrières. Je veux citer le lavage régulier des mains. Je voudrais les féliciter pour leur nationalisme à travers l'acte de solidarité qu'ils viennent poser cet après-midi du mardi 15 décembre 2020 pour soutenir la riposte contre la Covid au Bénin, notre chère patrie. Santé toujours, lancement de la semaine de la survie de la mère et de l'enfant par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatien. C'était hier en présence des représentants résidents de l'UNICEF et de l'UNFPA, partenaires de l'événement. Ayatou Foué, Fiacre, Voitan. La continuité des services de base pour les couches les plus défavorisées est l'objectif fixé par l'UNICEF, l'UNFPA et le ministère de la Santé. C'est dans ce cadre qu'ils ont lancé la semaine de la mère et de l'enfant de cette année. Pour Dr François Kapondou, représentant résident de l'UNICEF, la pandémie de la COVID-19 ne saurait être un frein pour les actions à mener. La pandémie n'a fait que mettre en lumière des problématiques que nous connaissons déjà, mais a également représenté une opportunité considérable. Renforcer le système et l'accès à la santé sur le long terme pour le rendre plus résilient face à tout type de crise. En ce sens, tous les efforts fournis ces derniers mois n'auront pas seulement servi à répondre à la pandémie, mais aussi à accélérer la transformation du système de santé du Bénin. Nous croyons au pouvoir de l'action collective et concertée, car tous ensemble, nous pouvons faire la différence pour la femme enceinte, le nouveau-né, le jeune enfant et bien sûr sa famille. Nous croyons également que renforcer la qualité et la complétude des services pour la santé de la mère et de l'enfant est une puissante porte d'entrée pour renforcer l'ensemble du système de santé. Instituée depuis 8 ans, l'édition 2020 de la Semaine de la mère et de l'enfant connaîtra des particularités selon les propos du ministre Benjamin Hunkpatien. Chers partenaires, chers parents, le gouvernement du président Patrice Talon est résolument engagé pour atteindre ses objectifs de développement durable. C'est pourquoi, malgré le contexte de la COVID-19, j'ai opté pour la tenue de cette activité afin de renforcer la protection de la mère et de l'enfant. Cette année, au cours de la semaine de survie, en plus des services de planification familiale qui seront offerts aux femmes en âge de procréer qui le désirent, il est prévu de faire la supplémentation en vitamine A à 216 341 enfants de 6 à 11 mois, de déparasiter à l'albendazole 1 561 739 enfants de 12 à 59 mois. De plus, l'état nutritionnel de tous les enfants de moins de 5 ans sera évalué pour rechercher et prendre en charge les cas de malnutrition. Enfin, compte tenu du contexte, nous avons prévu l'administration aux enfants du zinc qui renforce leur immunité et les protège contre les infections de toute nature, notamment celle de la pandémie de la COVID-19. Pour une bonne réussite des opérations de la Semaine de la mère et de l'enfant, les parents sont invités à se rapprocher des centres de santé de leur localité pour bénéficier gratuitement du paquet de services offerts. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Rémi Prosper Moretti, a signé mardi au siège de l'institution à Cotonou la convention pour le renouvellement de la licence d'exploitation de 6 radiodiffusions sonores privées sur les 11 stations de radiodiffusion concernées. Frédéric Espoir Roumabou, Romaric Devouchi pour les détails.
Ils étaient une dizaine de promoteurs de radiodiffusion sonore privée au Bénin à passer devant les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Occasion pour eux de renouveler leur convention avec l'institution de régulation des médias. Tout en félicitant les concessionnaires d'avoir rempli les obligations, le président de la HAC les a remerciés pour la formation citoyenne à laquelle ils participent. Vous favorisez, grâce à vos offres de programmes et de services, le débat démocratique, la formation du citoyen, la promotion des valeurs éthiques qui concourent à l'enracinement de notre démocratie et à la construction de la nation béninoise. Soyez-en remerciés. La présente signature est le couronnement des efforts fournis dans la mise en œuvre conséquente de chacune de vos dispositions conventionnelles. Elle entre aussi dans le cadre d'un nouveau partenariat et d'une nouvelle conception de travail voulue par l'ensemble des conseillers. Elle suppose la prise en compte et surtout le respect pour chaque partie de ses droits et de ses obligations. Dans le même temps, Rémi Prosper Moriti a appelé ses concessionnaires à ne pas perdre de vue le moratoire à eux adressé pour la régulation d'un certain nombre de situations. La plupart des promoteurs sont invités à régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Trésor, du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, de la HAC et aux exigences techniques des centres de production et des centres d'émission. Des lettres vous ont été adressées et un moratoire vous est accordé jusqu'au 31 décembre de l'année 2020 pour corriger les manquements à vos obligations conventionnelles. Pour la circonstance, c'est le promoteur de GERDES Afrique, Maître Sadikou Alao, qui a porté la parole de ses pairs en ces termes. Les promoteurs vont profiter de cette occasion pour souhaiter, surtout, parce que pour vous-même ce n'est pas facile d'être entre le marteau et l'enclume, il faut faire en sorte que les médias, notamment les radios, puisque c'est ce qui nous concerne, continuent de se développer dans la sécurité et dans la tranquillité. Notons que 4 radios n'ont pas pu renouveler cette signature pour l'instant, malgré le fait qu'elles étaient à jour. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a exigé la présence physique de leurs promoteurs. La communication et porte-parole du gouvernement, Maître Alain Ourounla, était face aux hommes des médias ce 15 décembre 2020 dans un exercice pédagogique. Il s'est déployé à la restitution de la première phase de la tournée nationale de réédition de comptes entamée par le président Patrice Talon et qui l'aura fait parcourir 60 communes du Bénin. Écoutons un extrait de sa restitution. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier qu'avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement
cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. Tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Nous devons constater, comme le président de la République l'a fait avec les populations, que notre pays est en train de vivre une révolution du développement, une révolution économique extraordinaire, prodigieuse, qui rompt avec la fatalité et le pis-aller qui était notre quotidien, mais aujourd'hui, nous voyons que nous sommes un pays capable de redresser la tête et de subir de front la crise, par exemple la pandémie du Covid, en même temps que nous résistons à la fermeture par notre voisin de l'Est de sa frontière, qui était considérée comme un sujet sensible, un sujet qui allait jeter notre pays à la disette ou à la famine, si vous préférez, mais nous avons résisté et notre économie a montré sa résilience parce qu'un travail extraordinaire a été fait en amont et notre pays peut être capable de tous les défis aujourd'hui, les défis de modernisation. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand... Actualité en dehors du Bénin, plus impacté par les mesures de restriction, les professionnels de la culture ont manifesté ce mardi en France. Les manifestations ont été poursuivies par un mouvement contre la loi de sécurité globale. Des affrontements ont eu lieu entre ultras et forces de l'ordre. C'est place de la Bastille que le monde de la culture s'est réuni hier pour faire entendre sa voix. À l'appel de la CGT Spectacle, ils étaient des centaines, sinon des milliers, à dénoncer ce qu'ils considèrent être du mépris de la part du gouvernement à l'égard du monde du spectacle. La culture, elle est absolument indispensable au moment où on traverse une crise encore plus. Et pour nous, on considère que c'est une erreur de croire qu'il n'y a que le secteur de la consommation qui va nous permettre de sortir de cette crise. Dans la soirée, c'est la ville de Nantes qui a pris le relais. Ils étaient plus de 2000 à se rassembler contre le projet de loi de sécurité globale, totalement liberticide pour certains. On est là pour manifester contre la loi de sécurité globale et concrètement contre toutes les lois qui sont de plus en plus liberticides. Donc voilà, là on est en train d'essayer de se rassembler entre jeunes pour créer un cortège qui soit entendu. Au cours de la soirée, les manifestants ont été rejoints par des centaines de professionnels de la culture qui ont effectué une descente symbolique au flambeau devant le théâtre Grasselin dans le centre-ville de Nantes pour protester contre la fermeture des lieux culturels. Je pense qu'on est possiblement au seuil d'une société, si pas fasciste, fascisante du moins. Il y a tous les outils, si cette loi passe, il y aurait beaucoup d'outils pour mettre en place vraiment une société plus qu'autoritaire. Professionnels de la culture et défenseurs des droits, unis dans un même combat, au cours d'un rassemblement qui se déroulait dans le calme. Mais des échauffourées ont éclaté par la suite, quelques black blocs ont fait irruption et les forces de l'ordre ont envoyé des canons à eau sur la foule, après sommation selon la préfecture. Des affrontements ont eu lieu, donnant lieu à 5 interpellations.
Convaincre que la stratégie vaccinale contre la Covid mise en place par l'exécutif est la bonne, c'est l'objectif de Jean Castex qui présente aujourd'hui le plan de l'exécution à l'Assemblée nationale. Hier, les députés de différents bords politiques ont exigé la transparence, de la précision et de la confiance. Le gouvernement doit présenter sa stratégie ce mercredi à l'Assemblée nationale et le lendemain au Sénat. Une intervention suivie d'un débat sans vote. Emmanuel Macron a déjà tenté de rassurer. D'abord, on a une stratégie qui repose sur plusieurs vaccins. Puis on a une stratégie qui va être d'abord de sortir de manière organisée du confinement, en fonction de nos résultats. Ensuite, quand on aura suffisamment peu de cas par jour, réussir à mieux les suivre et nous organiser avec tester, alerter, protéger, qui est au fond l'idée de dire on suit beaucoup mieux, beaucoup plus finement, et on porte la contrainte non pas sur toute la nation, mais sur celles et ceux qui sont infectés et leurs cas contacts, ce qui est une autre stratégie et qui est très importante en continuant à protéger nos anciens, et on fait monter la stratégie vaccinale. Même son de cloche du côté d'Olivier Véran qui se livre néanmoins davantage. Le ministre de la Santé a esquissé les 3 phases de la future campagne de vaccination. D'abord dans les EHPAD début janvier, puis entre février et mars pour les personnes présentant des facteurs de risque ou les professionnels de santé, puis la campagne grand public à partir du printemps. Le laboratoire Sanofi a lui annoncé que son vaccin ne serait pas prêt avant la fin 2021. La France comptait pourtant sur ses doses pour sa 2e phase de vaccination le printemps prochain. Cette question est sur toutes les lèvres. Faut-il s'en inquiéter? On ne sait pas tout, évidemment, sur les premiers vaccins qui arrivent. Mais on dira ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et il y a ensuite une haute autorité de santé qui, sur la base des autorisations de grandes agences, l'agence américaine et l'agence européenne, fait des recommandations. Donc il ne faut pas non plus laisser penser que ce sont juste les laboratoires pharmaceutiques. Moi, je suis très attaché à ce que l'information en la matière, elle soit tenue par des organismes publics indépendants, en particulier l'EMA au niveau européen, que la stratégie vaccinale, elle soit dictée par, justement, une institution indépendante qui est la HAS et qu'elle soit déclinée sous le contrôle d'une expertise et sa transparence. Comme les politiques de l'opposition, les Français restent sceptiques. Selon un sondage de l'Agence sanitaire Santé publique France, seule la moitié interrogée en novembre veut se faire vacciner, contre 2 tiers en juillet. Le nombre de décès du coronavirus en Allemagne a entraîné un reconfinement partiel avec des restrictions sanitaires renforcées. Les commerces dits non essentiels, les écoles et les crèches sont fermés à partir d'aujourd'hui pour 3 semaines. Des files d'attente interminables devant les commerces. Les Berlinois profitent de la dernière journée d'ouverture des magasins pour terminer leurs achats de Noël. Le gouvernement allemand a en effet annoncé dimanche 13 décembre que tous les commerces non essentiels fermeront à partir du mercredi 16 décembre et jusqu'au 10 janvier. Des restrictions qui font suite à une remontée inquiétante des nouveaux cas de Covid-19 observés ces derniers jours outre-Rhin. Jusqu'à près de 28 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés dans le pays. Les réactions face à ces nouvelles restrictions sont mitigées pour la population à quelques jours des fêtes de fin d'année. Pour moi, ces chiffres ne veulent rien dire. Ils ne sont pas pertinents. On peut toujours les interpréter d'une manière ou d'une autre. Ici, on crée de la peur. Je pense que toutes ces mesures sont disproportionnées et non appropriées. Et c'est très bien que l'on fasse fermer les magasins, c'est pour notre santé. On ne peut pas attendre que tout s'effondre, on peut aussi vivre sans. Dans la catégorie des commerces autorisés, les magasins d'alimentation, les pharmacies, les banques et les stations-service, mais aussi les pressings et les réparateurs de vélos. La présence des enfants dans les écoles et les crèches partiellement fermées ne sera plus obligatoire et ils devront être gardés à la maison autant que possible. Un couvre-feu dans certains Länder est également mis en place. Des restrictions difficiles à la fin des fêtes. Pour Noël, les rassemblements devront être limités à 5 personnes maximum par foyer. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.